agriculture et élevage. Droits humains, Cohésion sociale, corruption, sécurité, devoir de rédevabilité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Plus de 4 Burkinabés sur 10 défèquent encore à l'air libre. En milieu rural, près de 8 personnes sur 10 n'ont aucun accès à des latrines améliorées. Selon plusieurs études, le taux d'accès à l'assainissement au Burkina Faso n'est pas reluisant. Même dans certaines écoles ou administrations, les toilettes sont inexistantes ou inutilisables. Et dans certains centres de santé, il n'est pas rare de voir des sanitaires insalubres, sans eau, sans savon. Des quartiers entiers se débrouillent avec des eaux usées stagnantes, des rigoles bouchées, des latrines partagées par des dizaines de ménages ou rien du tout. Les conséquences, elles, sont connues. Diarrhée, choléra, parasitose, infection. Chaque année, des milliers d'enfants tombent malades ou meurent de maladies liées à un environnement pollué. Et pendant ce temps, les déchets humains s'accumulent dans les rues, les caniveaux ou finissent dans les nappes phréatiques. La suite, vous pouvez bien la deviner. Pourtant, le Burkina Faso a investi des plans nationaux, des projets communautaires, des partenariats internationaux. Les efforts sont là, les défis aussi. Pourquoi l'assainissement reste-t-il l'un des angles morts du développement dans notre pays? Pourquoi, malgré tant de mobilisation, la réalité sur le terrain reste si accrue, si violente? Que faire? Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, nous nous déportons sur Bobo Dioulasso. Dans ce nouveau numéro de Face au Veille, nous abordons le dossier sans tabou. Avec nous, décideurs, ingénieurs, soignants, militants associatifs et citoyens engagés ont effectué le déplacement. N'est-ce pas, Astrid Nikiema? Effectivement, Razak, mesdames, messieurs, nous abordons ce soir une des thématiques les plus cruciales, c'est-à-dire l'assainissement. Et sur ce plateau, pour en débattre, des invités aguerris. Nous avons Marie-Josée Sanon, elle est sociologue, chef de service régional études et planification à la direction régionale du ministère de l'eau et assainissement au bassin. Dieudonné Ouedraogo, ingénieur en génie rural, chef de service régional de l'assainissement des eaux usées et excréta du ministère de l'Environnement. Dr Karim Kambassere, il est médecin et spécialiste en santé publique internationale et santé communautaire. Et Nathalie Milogo, coordonnatrice du projet Veille citoyenne dans le secteur de l'eau et l'assainissement, VEA, au CESAO PRB, Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest, pôle régional Burkina. Nous n'oublions pas le public chaleureux de Bobo Dioulasso. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci une fois de plus. Bonsoir Bobo Dioulasso. Merci à tous, merci pour l'accueil chaleureux depuis donc cette belle ville de Sia. Astrid Nikiema, le principe n'a pas changé. Comme il se doit dans cette émission, avant chaque numéro, nous partons à la rencontre des Burkinabés. Nous réalisons un sondage grâce à notre partenaire Viamo. Que dit le sondage aujourd'hui? Razak, ils sont 1 millier à avoir pris du temps pour répondre au sondage de cette émission Face aux Veilles, lancée le 19 juillet 2025 via le service 321. Et selon ce sondage rapide, plus de la moitié, c'est-à-dire 57,9% des personnes qui ont souhaité participer au sondage disposent d'un système d'assainissement adéquat, contre 27,1% des répondants qui n'en disposent pas. À la même question, il faut noter que 15% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'appréciation des actions actuelles des autorités locales en matière d'assainissement, 2/3 des participants à ce sondage évaluent les actions actuelles des autorités locales en matière d'assainissement comme étant significatives. 14,5% pensent qu'elles sont modérées, 6,3% pensent qu'elles sont faibles, 5,2% pensent qu'il n'y a aucune redevabilité,
8% des participants n'ont pas souhaité se prononcer sur la question Razak. Merci beaucoup Astrid Nikema pour ces chiffres assez éloquents. Tout de suite, je vais me diriger vers nos panélistes, on va dire nos personnes ressources ce soir. Je commence par Monsieur Ouedraogo, Dieudonné Ouedraogo. Je rappelle rapidement que vous êtes ingénieur en génie rural, chef du service régional de l'assainissement des eaux usées et excréta. Merci. En tout cas, tout de suite, que vous inspirent ces chiffres? Oui, merci M. Abdul Razak Traoré. Donc, ces chiffres, en tout cas, relatent la réalité des choses. Il faut se dire qu'en matière d'assainissement, jusqu'à présent, les chiffres ne sont pas atteints. C'est-à-dire que les objectifs que le gouvernement a fixés, jusqu'à présent, les objectifs ne sont pas atteints. Même par là, jusqu'à l'horizon 2030 que nous avons, le PNAE qui est en place, à présent, les chiffres que nous avons ne sont pas reluisants. On va y revenir, mais avant, on va faire un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs. C'est vrai que vous êtes des spécialistes, on en a beaucoup ce soir sur le plateau. Mais quand on parle d'assainissement, comment définir ce terme de façon simple pour les téléspectateurs? Ok, merci. Et de façon globale, on peut dire que l'assainissement est l'ensemble des actions posées par l'homme pour assurer son bien-être, notamment sa santé, mais aussi pour préserver l'environnement, notamment la protection des autres êtres vivants, notamment les animaux, que ce soit aquatiques ou bien les autres animaux, et aussi de préserver les générations futures. Donc ce terme, en tout cas, de façon globale, là, peut être décomposé en 3 composantes. On parlera tantôt d'assainissement des eaux usées et excréta, là où nous sommes proprement, et la préservation de l'environnement, qui s'occupe de la gestion des déchets solides, ainsi de suite, et l'assainissement des eaux pluviales qui s'occupe de l'évacuation des eaux pluviales. Donc voici les 3 composantes de l'assainissement. D'accord. Et Madame Milogo, dites-nous pourquoi la question de l'assainissement est-elle un enjeu prioritaire pour le Burkina aujourd'hui? Merci beaucoup Astrid Nikema. Merci à M. Abdul Razak d'avoir accepté de venir à Bobo Dioulasso, de rencontrer ce beau public voilà, qui travaille dans le cadre du projet de veille citoyenne dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans cette commune au niveau des régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Merci pour la question. Pour revenir à la question, Madame Nikema, l'assainissement est un enjeu très prioritaire au Burkina Faso. Il faut le reconnaître, en ce sens que il y va même de la question de la santé des populations. Donc, quand vous prenez les chiffres même au niveau national, ce n'est pas fameux du tout. Et en milieu rural, c'est encore plus catastrophique, si je peux le dire ainsi. Alors, depuis quelques années déjà, ce chiffre peine vraiment à décoller, malgré les efforts du gouvernement. Et bon, ça mérite vraiment que l'on se penche beaucoup sur cette question d'assainissement au niveau national comme dans les zones rurales. D'accord. Et ce soir, nous avons la chance, nous avons un spécialiste en santé communautaire parmi nous, Dr Karim Kombasséré. Quelles sont les principales conséquences du manque d'assainissement pour le public et aussi pour l'environnement? Ok, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez. Il faut dire que déjà, comme il a dit, l'assainissement, ça vise à protéger la santé publique, l'environnement, mais aussi les ménages. Et au Burkina Faso, quand vous remarquez, selon les chiffres qu'il a donnés, c'est l'image de notre santé. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment reluisant. Et si je comprends bien votre question, au niveau de la santé au Burkina, tant que nous n'avons pas un bon système d'assainissement, nous n'allons jamais arriver à un bon système de santé qui sera efficace pour la population. Les 2 questions sont donc intrinsèquement liées. Oui, c'est très lié parce que vous ne pouvez pas dissocier prise en charge et assainissement. Quand vous regardez l'environnement, actuellement nous sommes en période palus, par exemple. Les moustiques viennent d'où? De l'environnement. Et si le cadre n'est pas assaini, nous allons être permanemment assaillis par ces vecteurs. Et c'est intrinsèquement lié.
À quelle maladie, par exemple, on s'expose? Oui, de façon spécifique, il faut dire que les questions d'assainissement renvoient beaucoup plus aux maladies liées à l'eau, aux maladies hydriques, notamment les fièvres typhoïdes, les parasitos des enfants. Et puis, vous avez les questions de maladies vectorielles comme la dengue et le paludisme, par exemple. Ça, ce sont des exemples. Vous avez aussi même le choléra et ainsi de suite. Tout ce qui est lié à la consommation de l'eau, à l'utilisation de l'eau par les populations, les ménages, s'intègre dans les questions d'hygiène. D'accord. Merci, docteur Kombassiri. Je me dirige maintenant vers Sanon. Vous êtes sociologue et chef de service régional études et planification. À l'unanimité, on a tous reconnu qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Les chiffres ne sont pas du tout reluisants. Mais il y a eu un premier rendez-vous manqué en 2015. Le rendez-vous est fixé désormais pour 2030, selon tous les objectifs, en tout cas au niveau international. Mais quand on analyse encore les chiffres, visiblement, le Burkina va encore manquer à ce rendez-vous de 2030. Fondamentalement, en tant que sociologue, en tant que responsable de ce département, qu'est-ce qui explique ce blocage? Merci bien. Je pense que, comme l'a dit mon collègue, il a donné un peu la définition de l'assainissement. Moi, je vais aller plus du côté société en disant qu'il nous faut plus un changement de comportement. Parce que beaucoup sont toujours dans des pratiques qui ne sont pas les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Je m'explique. Quand on prend la défécation à l'air libre, c'est des pratiques qui existaient il y a longtemps, mais en ce moment aussi, il y avait peut-être des paramètres qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, cette défécation à l'air libre revient dans nos plats, revient dans nos maisons d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, si on travaille peut-être sur le changement de comportement, on peut atteindre des résultats. Pour aller à la question de « on ne sera pas au rendez-vous de 2030 », bon, on est en train de travailler pour ça. Les chiffres sont faibles, on le reconnaît. Mais on est en train de travailler sur ça. Si je prends le cas de la région des Hauts-Bassins que je maîtrise le plus, il y a des actions concertées avec des partenaires qui sont en train d'être déroulées pour vraiment rehausser le taux. Même si on n'arrive pas à avoir les 100% d'ici 2030, qu'on puisse avoir au moins 60 à 70%. Donc, avec les acteurs, et on vient de tenir notre cadre de concertation sur l'eau et l'assainissement. On a un groupe thématique. Le problème est revenu avec les différents acteurs et certains ont pris des engagements. Et si je regarde un peu cette année, on a au moins un certain nombre de villages qui sont devenus FEDAL. C'est vrai que le processus n'est pas encore fini. FEDAL, c'est quoi pour nos téléspectateurs? Fin de la défécation à l'air libre. C'est vrai que le processus n'est pas encore fini. On est sur le processus et il y a d'autres villages aussi qu'on est en train de déclencher. Donc, on travaille vraiment pour rehausser un peu le taux d'accès à l'assainissement au niveau de la région qui va sûrement impacter le niveau national. Vous semblez assez, on va dire, positive, mais la réalité est là. Toutes les approches que vous développez ce soir, madame, ont déjà été mises en œuvre depuis des décennies. Mais on a l'impression que les lignes ne bougent pas véritablement. Sur quoi est fondée peut-être votre conviction, votre, on va dire, optimisme ce soir? Avec ce qu'on vit présentement, une prise de conscience de nos communautés qui ont compris que le développement ne va pas venir de l'extérieur, mais le développement, c'est nous-mêmes ici, à l'interne. On doit travailler pour atteindre nos objectifs. Je fonde l'espoir sur ça. Parce que de plus en plus, dans les communautés, quand on part pour des activités, les gens sont conscients qu'ils doivent se mettre ensemble pour faire des actions concertées pour améliorer le taux d'accès. Merci. D'accord, merci bien, madame. Monsieur Dieudonné Ouedraogo, dites-nous, qu'en est-il l'état actuel de l'assainissement ici au Burkina Faso? À l'état actuel, qu'en est-il?
Merci bien, Madame Astrid. Donc, disons que à l'étape actuelle, au Burkina Faso, au niveau national, on enregistre un taux de 23,4%. En milieu rural, je précise que il s'agit du milieu rural, 23,4% en 2024. Et maintenant, au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous sommes à 29% en 2024. Il faut se dire qu'en tout cas, ces taux sont faibles, mais si on remonte depuis l'historique, en tout cas, ces taux ont évolué. Par exemple, si nous prenons au niveau national, en 2010, après l'enquête nationale, on avait un chiffre de 0,12%. Donc, et en fin 2024, nous sommes à 23,4%. Maintenant, si on revient au niveau régional, dans les Hauts-Bassins, en 2010, on était à 0,2%. Et en fin 2024, nous étions à 29%. D'accord. Donc, voici les chiffres en matière d'assainissement. En tout cas, des efforts sont consentis sur le terrain. On espère atteindre les objectifs d'ici 2030. Mais en attendant, quel est le constat sur le terrain? Madame Milogo, je rappelle, vous faites partie d'une structure de veille citoyenne. Qu'en est-il exactement sur le terrain, la situation exacte sur le terrain? Merci, Astrid. Il faut dire que le constat sur le terrain n'est pas aussi fameux, hein. Nous travaillons dans 2 régions principalement et nous avons mené en 2024 une étude de terrain concernant l'assainissement dans les 7 régions dans lesquelles nous intervenons. Et il se trouve que la majorité des institutions et services publics dans lesquels nous avons mené notre enquête ne disposent pas de blocs de latrines adéquate. Et quand bien même il y en a dans certaines institutions et lieux publics, ces latrines ne respectent pas les normes. Les normes, c'est-à-dire des latrines dotées de marches de main courante et de rampes d'accès pour les personnes handicapées. Et aussi, l'entretien aussi est très, très délaissé. Voilà. Alors, qu'en est-il des concessions? Ça, c'est dans l'administration des services publics. Est-ce que vos constats aussi se font dans les concessions, dans les ménages, dans les familles? Qu'est-ce que vous constatez dans les familles? Malheureusement, notre étude n'a pas porté sur les latrines au niveau des concessions. On s'est penché seulement au niveau administratif, donc les services et institutions et ensuite les lieux publics, comme les marchés, les gares routières, et les écoles et autres. Donc, pour les concessions, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. D'accord. On va peut-être vous passer la parole à Madame Sanon. La réalité dans les ménages ressemble à quoi? Merci, Razak. Dans les ménages accompagnés par des projets et autres, il y a des latrines qui sont réalisés. Depuis le début de notre programme, on avait eu à faire des latrines finies avec clé à main. Après, on est arrivé à l'approche latrine réalisée pour les ménages familiales avec du matériel, c'est-à-dire les dalles, les tôles et puis quelquefois les portes. Et on a eu aussi une autre approche où c'était les semi-finis. Donc, on accompagne les ménages pour les doter de latrines. J'avoue que le nombre que le gouvernement ou bien les partenaires réalisent sur le terrain, c'est faible. Donc, en plus de l'accompagnement pour la réalisation de ces latrines, il y a un accompagnement ou bien un appui qu'on apporte aux communes dans la sensibilisation. Parce qu'il faut les sensibiliser pour l'utilisation des latrines, l'entretien de ces latrines et comment pérenniser ces latrines après les projets.
Donc, il y a des réalisations qu'on réalise sur le terrain au profit des ménages et des familles. D'accord. Et au regard des chiffres, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a encore du chemin à faire. Dites-nous, quelles sont les principales difficultés qu'on rencontre pour atteindre les objectifs d'ici 2030? Les difficultés, quelquefois même, il y a l'adhésion même de la population. Parce que quand on dit qu'il y a des latrines publiques et institutionnelles qui sont délabrées ou bien qui ne sont pas en bon état, ça dépend aussi des bénéficiaires. Parce que quand on réalise les latrines et que les bénéficiaires refusent d'utiliser ou bien d'entretenir, assurer la propriété, ces latrines ne sont pas viables. Alors que l'objectif, c'est qu'on utilise ces latrines-là pour réduire les désagréments liés aux problèmes d'hygiène et d'assainissement dans nos communautés. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne un peu les difficultés qu'on rencontre. Bon, il y a des difficultés aussi d'ordre, qu'on n'aime pas beaucoup dire, d'ordre mobilisation des ressources, parce que souvent aussi, on n'a pas suffisamment les moyens pour doter tout le monde et on fait avec ce qu'on a. Et on est en train de promouvoir une approche, l'approche service au niveau de l'assainissement. Je pense que mon collègue Dieudonné peut peut-être donner plus d'informations sur cette approche qui est en cours de réalisation. En attendant peut-être de donner le micro à Dieudonné, on va repartir chez le docteur Kombassiri. On écoute Madame Sanon qui insiste sur la nécessité d'un changement de comportement au niveau des communautés. Pour vous, en quoi justement ce changement de comportement peut-il aider à faire bouger les lignes? Ok. Ces études ont montré que les gens changent difficilement de comportement pour plusieurs raisons. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la méconnaissance. Mais il faut faire un tour dans nos hôpitaux, dans les centres de santé, pour comprendre que la question de l'hygiène et de l'assainissement est cruciale et qu'il faut changer vraiment le comportement. Et si vous regardez les stats, vous allez vous rendre compte que le nombre de diarrhées pour les enfants augmente de jour en jour. C'est des signes. Le nombre de cas de palu augmente. Moi, je ne veux pas qu'on limite la question de l'assainissement aux questions essentiellement de latrines. Parce qu'il y a un tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble. On l'a défini dès le départ. Voilà, c'est un ensemble. Par exemple, laver les mains au savon après avoir utilisé les toilettes. C'est élémentaire. Depuis le primaire, on apprend ça aux enfants. Mais combien de familles en disposent du savon? Et souvent même des familles d'un certain niveau n'ont pas ces habitudes. Combien de services disposent du savon dans les toilettes? Combien de chefs de service c'est du responsable des toilettes? Parce que le plus souvent, quand vous regardez, que ce soit les toilettes, moi je pense que souvent, nos toilettes dans nos services sont à l'image de nos toilettes à la maison. Parce que si vous pouvez laisser des toilettes du service délabrées, sales, non utilisables, c'est surtout les usagers externes qui vont venir se rendre compte que ce service-là n'est pas fréquentable. Si vous piquez une diarrhée dans un service, c'est là que vous vous rendez compte que ces toilettes ne sont pas utilisables et fréquentables. Après les toilettes, il n'y a pas de savon. Ça veut dire que, à l'image de notre société, en l'arrière, dans nos ménages, on n'utilise pas du savon après les toilettes. Et c'est dangereux. On n'entretient pas. Si le changement de comportement, nous pensons que le changement de comportement doit venir des campagnes du village, c'est pas ça. Ça doit commencer du haut. Parce que ceux qui nous regardent là, vous êtes bien propre là, bien beau, tout joli, et aussi veulent vous ressembler. Mais si vous ne pratiquez pas. Donc, le changement de comportement, c'est quelque chose qu'on doit enseigner. Que ce soit en milieu scolaire, dans nos écoles, mais il faut pratiquer. C'est important. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on insiste tous les jours. Changer de comportement. C'est vraiment crucial pour élever le niveau de santé de nos populations. Si on ne change pas, ce n'est pas évident que nous allons atteindre les objectifs de santé et même d'assainissement
en 2030. Même en 2050, ce n'est pas évident. Là, c'est une interpellation collective. Oui. Mais vous avez soulevé un aspect qui peut être aussi intéressant pour, par exemple, les toilettes publiques. Est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger peut-être nos canevas, notre façon de procéder? Quand un simple robinet doit être changé, il faut de longs processus. Quand il faut acheter un simple savon, il faut de longs processus qui prennent des semaines. Cela aussi ne facilite pas les approches. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des procédures. Mais les procédures doivent être revues en fonction. Vous allez voir dans un service où l'eau du robinet coule. Et tout le monde regarde. Ça ne préoccupe personne parce que personne ne paye la facture. Est-ce que vous voyez? À la maison, on n'accepte pas. Même pas une goutte d'eau qui tombe, on veut changer. Alors que quand c'est au service, on laisse passer parce qu'il y a des procédures. Il faudrait qu'on revoie les procédures. Que puisse l'adapter aux besoins réels. Seulement, il ne faut pas en abuser parce que quand on laisse, aussi, il y a certains qui en abusent. Donc, il faut les cadrer. Il faut mettre vraiment les... Gestion responsable. Oui, il faut faire une gestion responsable. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous parlons bien d'assainissement à Karangasso, Samla, Banfora, Oundé, pour ne citer que cela. La question d'assainissement, notamment le manque ou la défaillance de latrines adéquates, constitue un réel problème de santé publique. Le constat, c'est dans ce élément. Le constat est un peu quand même amer. Au niveau donc de l'assainissement, en tout cas, la bataille est encore énorme. Parce que dans les ménages, la question donc des toilettes n'est pas une certitude. Voilà, c'est seulement au niveau donc des services qu'on constate effectivement des toilettes, mais en grande partie aussi, surtout au niveau donc des infrastructures éducatives, là, le nombre, en tout cas, n'est pas très satisfaisant. Si nous prenons les lieux publics, que ce soit les lieux administratifs, il y a un manque de toilettes pour personnes handicapées. Également, la plupart des toilettes sont inutilisables, notamment au niveau des écoles, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les secondaires. Par exemple, si nous prenons le cas du chef-lieu de la commune qui est Karangasso Samla, là-bas, on peut dire que c'est moyennement bon, puisque la plupart des cours ont des toilettes, notamment des WC, que ce soit les WC, que ce soit les toilettes simples, et la plupart des cours en disposent. Maintenant, le problème se situe au niveau des villages environnants, puisque des passages, j'allais dire que la commune de Karangasso Samla compte 16 villages. Les 15 autres villages ont un peu une situation difficile parce que toujours il existe dans la plupart des ménages qui partent faire les besoins dans l'herbe. Donc ce qui crée vraiment beaucoup de soucis. En fait, en réalité, les latrines qui sont là, l'entretien, ce n'est pas fait. Il n'y a vraiment pas d'entretien. Et ça pose problème. Pourtant, en réalité, c'est des lieux où, en fait, qui étaient censés être des points où la question de l'assainissement, de l'hygiène devait être de rigueur. Malheureusement, quand on retrouve ces genres d'éléments-là, peut-être certains même vont aller et puis prendre des maladies là-bas. La question des infrastructures sanitaires ne respecte pas les normes de la politique publique de l'État. Surtout le bloc opératoire, franchement, ça ne va pas. On a constaté que surtout à la maternité, les dames qui sont à la fois opérées et celles qui ne sont pas opérées, y compris les accompagnants, rentrent dans les mêmes toilettes. C'est vrai qu'il y a des gens pour la surveillance, mais jusque-là, ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas un point d'accès pour les handicapés. Pourtant, on peut dire qu'une femme qui vient d'accoucher est une handicapée. Donc souvent, pour que la personne traîne pas, pour s'arrêter même, c'est un problème. La personne est obligée de s'asseoir et puis il n'y a pas de latrine. Bon, il n'y a pas de toilettes, ce sont tous des latrines. Oh, donc vraiment, ça dérange un peu. Ça fait que même quand c'est propre et que l'homme par lui, il reste dehors, il fait ses besoins, mais toi, la femme, tu es obligée de t'asseoir. Donc ça crée des maladies.
Retour sur ce plateau et là, je me dirige encore vers Dr Kombasiri. Docteur, on a tous suivi cet élément qui vient de passer. Il y a une problématique qui revient par moment. Est-ce que les hommes et les femmes doivent-ils utiliser les mêmes toilettes? Ok, merci. On n'a pas de mal à utiliser les mêmes toilettes. Mais il serait idéalement de séparer, surtout dans les lieux publics. Dans les services et les lieux publics, ce serait mieux d'utiliser. Vous savez, les femmes utilisent les toilettes différemment des hommes. Et elles sont exposées à encore plus des infections. Donc, ce serait mieux qu'on puisse séparer les toilettes pour des questions voilà, sociologiques, culturelles et même des questions de sécurité. Ça serait intéressant. Merci beaucoup, Dr Kombasiri. Madame Milogo, on va revenir à vous. Concrètement, sur le terrain, en quoi consiste votre activité, vos séances de sensibilisation? Que faites-vous concrètement? Merci. Il faut dire que le projet VEA passe par beaucoup d'actions pour sensibiliser les citoyens. Étant donné que nous travaillons avec des associations au niveau local dans notre zone d'intervention, donc nous passons par ces associations-là pour sensibiliser les citoyens à la base sur l'hygiène. Ensuite, nous organisons aussi des émissions radio. Voilà, nous faisons des émissions radiophoniques pour informer l'opinion publique, les citoyens, voilà, du constat que nous faisons sur le terrain voilà, lors de nos enquêtes. Il y a aussi le fait que nous organisons également des concertations avec les autorités au niveau local, parce qu'elles sont les premiers décideurs, ils sont plutôt les premiers décideurs au niveau local, et nous organisons souvent des concertations pour leur expliquer vraiment le bien fondé, ce qui n'est pas souvent le cas dans certaines communes. Parce que quand vous prenez même les budgets au niveau local, les budgets dédiés même au volet assainissement, pour ne pas dire eau potable et assainissement, c'est alarmant. Voilà, certaines communes même ne disposent pas de lignes budgétaires pour prendre en charge voilà, ces infrastructures. Donc, nous organisons permanemment, en tout cas autant que nous pouvons, des rencontres avec ces autorités pour les inciter à octroyer plus de ressources financières à ce volet assainissement. Merci beaucoup, Madame Milogo. Monsieur Ouédraogo, l'autre défi également qui se pose, en tout cas dans ce domaine, c'est l'entretien des infrastructures que l'État lui-même et ses partenaires ont réalisées. On se rend compte qu'il y a un véritable déficit en la matière. Oui. Merci, M. Traoré. En tout cas, en matière de gestion des ouvrages d'assainissement réalisés par, que ce soit l'État ou bien les partenaires également, on note en tout cas un problème au niveau de la gestion, notamment, soit ce sont les ouvrages qui sont délabrés, ou bien que c'est le simple fait que les utilisateurs défèquent à côté, ce qui va rendre un peu plus tôt, en tout cas, l'abandon de ces ouvrages-là. C'est le constat qu'on note au niveau de la gestion. Maintenant, pour relever un peu ce défi, ce que le gouvernement est en train de mettre en place actuellement, c'est d'aller un peu, comme dans le système de l'eau potable, à la gestion déléguée de ces ouvrages d'assainissement réalisés. Que ça soit réalisé par tous les partenaires. Ça veut dire qu'on va mettre en place un système de gestion maintenant qui sera délégué à un fermier, par exemple, qui va gérer les ouvrages. Là. Ça, c'est spécifiquement au niveau des lieux publics. Maintenant, quand au niveau des CSPS ou bien au niveau des écoles, il peut y arriver qu'on mette en place les COSES ou bien on renforce les compétences des COSES pour assurer cette gestion-là. Et maintenant, pour opérationnaliser cela, ou bien pour rendre uniforme cette gestion, ça veut dire que pour aller un peu dans l'optimisation, donc le ministère a mis en place actuellement un guide de gestion des ouvrages communautaires. Et ce guide a été élaboré et finalisé. Il reste son opérationnalisation.
Et selon ce guide, à qui incombe la responsabilité des choses? Parce que par moment, il n'y a pas de caniveau, par moment, ils sont là, mais ils sont bouchés. À quel niveau les responsabilités sont situées? Il faut dire que c'est, pour un peu nuancer, pour dire que le guide que j'ai parlé tantôt, le guide s'intéresse uniquement à la gestion des eaux usées et excrétants. Okay. Il ne s'étend pas au niveau des eaux pluviales ou bien au niveau des déchets solides. Okay. Mais maintenant, quant à la responsabilisation maintenant, c'est-à-dire que la responsabilité de la gestion sera premièrement à la commune. Donc c'est à la commune maintenant qui va trouver ou bien qui va déléguer la gestion à un fermier en faisant donc un allotissement, un certain nombre d'ouvrages mis à la gestion de ce fermier. D'accord. Merci. Puisqu'on parle de participation citoyenne, comment est-ce qu'on peut pousser les gens à s'impliquer davantage? Je commence peut-être avec vous, Madame Sano. Merci bien, Astrid. Comment impliquer la communauté à la gestion de ces ouvrages? En fait, la gestion est assurée par un prestataire avec qui la commune va contracter. Et comme il a dit, en faisant des allotissements pour que ce soit attrayant. La communauté, c'est une participation responsable et une participation consciencieuse pour bien utiliser l'ouvrage qu'on leur a dédié. Et je pense que le fermier, le prestataire qui sera recruté, va faire des séances de sensibilisation, essayer de mettre des normes pour l'utilisation de ces latrines-là. Donc, en concert avec la commune et l'accompagnement toujours de la direction technique, souvent la DREA et les autres partenaires du sous-secteur de l'assainissement. D'accord. Maintenant, si vous le permettez, je voulais compléter un peu ce que le médecin a dit. Et en ce qui concerne l'utilisation des latrines, si on pouvait, pourquoi est-ce que hommes-femmes peuvent utiliser les mêmes latrines? Au niveau de notre ministère, il y a une approche qu'on est en train de mettre en place qui a bien même démarré. L'approche fondée sur les droits humains. Et ça veut dire que beaucoup de nos réalisations présentement prennent en compte les personnes vulnérables. Je parle des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite et aussi les femmes, les hommes. Si on prend le cas des CSPS, nos réalisations présentement, vous allez avoir qu'on va avoir un bloc pour le personnel, un bloc dédié aux hommes et un bloc dédié aux femmes. Et on fait souvent des rampes d'accès facile pour les personnes à mobilité réduite. Et dans les écoles, en plus de genrer, on a aussi une cabine dédiée aux filles, uniquement aux filles, pour la gestion hygiénique des menstrues. Donc, présentement, c'est l'approche qui est prônée auprès des partenaires qui interviennent même dans la réalisation des ouvrages d'assainissement. D'accord. Voilà. Docteur Karim Kambasséré, avez-vous observé une corrélation entre le niveau d'assainissement et le taux de mortalité infantile? Est-ce qu'il y a une corrélation? Merci beaucoup. Je pense qu'au niveau national, je dirais qu'il n'y a pas une étude de corrélation dans ce sens. Mais ce que nous avons constaté au niveau de la santé publique, c'est que une famille ou un ménage, les ménages qui adoptent quand même de bonnes mesures en termes d'assainissement, on a significativement une réduction d'environ 40% du taux de mortalité, surtout des enfants de moins de 5 ans. Et au-delà de ça, vous remarquerez que les districts où il y a au moins 80% d'assainissement, en tout cas qui sont respectés dans les ménages, on a moins de 10% d'enfants qui viennent avec des cas de diarrhée. Donc c'est déjà pour dire que cette corrélation existe et je pense qu'elle est même significative pour des situations où l'assainissement est très respecté. Vous allez voir qu'il y a des réductions de mortalité et de maladies.
D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure, dès l'entame de cette émission, qu'il y a une augmentation des taux de personnes qui souffrent de diarrhée, de choléra, ainsi de suite, dans les centres hospitaliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Je disais qu'il y a des risques de choléra et de diarrhée. Actuellement, on n'a pas de cas de choléra, mais ce sont des risques liés au manque d'hygiène. Donc, si vous avez un manque d'assainissement dans une famille ou dans une communauté, par exemple avec la pluie, on a avec la pluie amène ces états-là dans les puits, dans les eaux de consommation. Et c'est la même eau que les familles vont consommer. Que ce soit la pluie ou les mouches et autres, ils vont transporter ces déchets-là sur les aliments que nous consommons. Donc, même si vous vous cachez pour faire vos besoins, les insectes et autres, ou l'eau, ils vont vous ramener ça à la maison. Donc, du coup, les enfants qui jouent dehors ou qui consomment les aliments contaminés, il y aura une augmentation du nombre de diarrhées, des cas de fièvre typhoïde. Et même, vous avez remarqué, par exemple, il y a quelques années, je dirais récemment, dans certaines régions, des cas d'hépatite E liés aux questions d'hygiène et d'assainissement. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment... ça se recoupe, quoi. Et là, je vais revenir chez M. Ouédraogo. Il y a aussi cet autre phénomène qu'on constate. Je pense notamment au marché ou aux autres espaces publics où, en tout cas, des Burkinabés se trouvent, mais qui manquent crucialement de toilettes. À ce niveau, que prévoit le gouvernement ou les autres acteurs? Oui, merci, M. Traoré. Je pense que concernant donc ces lieux publics que vous parlez, en tout cas, dans le passé, vraiment, la politique n'était pas beaucoup plus orientée dans ce niveau-là. Mais il faut se dire que présentement, en tout cas, la politique du ministère, en tout cas, tient compte de ces lieux publics-là. Et même pour aller loin, c'est-à-dire que les ouvrages qu'on réalise dans ces lieux publics-là suivent également l'approche fondée sur les droits humains, tantôt parlé par Mme Sanola. Sinon, actuellement, en tout cas, même au niveau régional ici, en tout cas, nous sommes en train de réaliser des ouvrages dans les lieux publics, notamment, je peux citer entre autres, au niveau des marchés. Il y a au niveau des marchés, il y a également au niveau même au niveau des églises et les lieux de culte. Si je prenais par exemple la ville de Bobo ici, je pense qu'on en a en 2025, nous en avons fait au niveau du marché de Kwakwale, nous en avons fait au niveau du marché de Tapoko, au niveau du marché du secteur 24, ainsi de suite. Et ce sont des ouvrages qui tiennent compte de l'aspect genre, c'est-à-dire qu'on réalise un bloc à part pour les femmes et un bloc à part pour les hommes, et en même temps, dans chaque bloc, on essaie de réaliser une cabine spatiale pour tenir compte des personnes à mobilité réduite, et même on met des rampes pour permettre leur accès facile. Également, oui. Puis de leur gestion, parce que c'est à ce niveau également que l'autre défi se pose. Le tout n'est pas de réaliser, mais qui doit s'assurer de son fonctionnement, qu'il ne manque pas d'eau, que les petits robinets, les petits écrous doivent être changés. Qui doit s'occuper de ce volet? Donc, je pense que ce volet, ça revient à ce que j'avais dit un peu plus haut. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces ouvrages, ce volet gestion a été pris en compte, puisque à la fin de la réalisation des ouvrages, ces ouvrages seront transférés à la commune et la commune va assurer la gestion par une délégation, notamment en recrutant un infirmier pour assurer la gestion. Pour le cas spécifique de Bobo, par exemple, si je prends le cas spécifique de Bobo, les ouvrages que nous avons réalisés en 2024-2025, nous venons juste de transférer 5 ouvrages à la mairie centrale de Bobo-Dioulasso qui va trouver
infirmiers pour assurer ces gestions-là. Il faut se dire que même en matière des ouvrages au niveau des lieux publics, il y a eu même une innovation. Avant, on se contentait de réaliser des latrines en béton, comme couramment ce que vous voyez. Mais en 2025, en tout cas, nous avons fait une innovation majeure en la matière qui a consisté à réaliser des latrines publiques type conteneur dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est parce que s'il y a des gens qui sont ici qui en ont fait un peu le tour, on va voir, il y a une latrine au niveau de la SNC, il y a une également au niveau du stade Obi, qu'on vient de mettre en service récemment. Est-ce qu'elles sont différentes des toilettes mobiles? Il faut se dire que ça dépendra de la mobilité. C'est que les toilettes mobiles dont vous parlez, c'est les petites cabines déposées. C'est ça, parce qu'on encourage aussi par moment dans nos villes. Ah oui, elles sont différentes de ces toilettes-là. Là, il s'agissait des conteneurs de latrines publiques. Donc, le conteneur est divisé en 2 blocs. Il y a un bloc ici de 2 cabines pour les hommes et un bloc de 2 cabines ici pour les femmes. Avec dans chaque bloc, il y a une cabine qui a été aménagée spatialement pour tenir compte des personnes à mobilité réduite ainsi de suite. D'accord. Je me tourne vers vous, Madame Milogo. Selon vous, comment doit-on prendre en compte le genre dans la construction des latrines? Que fait le CESAO en ce sens? Merci. J'aime à dire que quand vous rentrez dans une concession ou une maison, si les lieux sentent bon, c'est que les toilettes sont bien entretenues. Et ça c'est vérifiable. Chacun de nous peut vérifier cela. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a des concessions, dès votre entrée même, quand vous franchissez même le portail de la cour, c'est des odeurs qui vous accueillent. C'est juste une anecdote pour dire que certaines concessions, dans certaines concessions, les toilettes sont tellement mal entretenues que ça n'incite pas à revenir. Alors, quant à l'implication même du genre dans ce que nous faisons au niveau du CESAO, il faut dire que les femmes, en réalité, sont les premières à être impactées même par ce manque d'hygiène des latrines. Et si vous prenez même au niveau des foyers, des ménages, c'est la femme en réalité qui s'occupe de l'entretien de ces lieux-là. Et même au niveau public, les toilettes au niveau public, généralement, vous voyez, c'est des femmes qu'on engage pour bien entretenir ces lieux-là. C'est rare, en tout cas, de voir des hommes qui s'occupent de ce volet-là. Quand vous allez dans nos marchés, vous allez voir que c'est des femmes qui s'occupent des toilettes. Dans les institutions aussi, c'est celles qui nettoient généralement les bureaux, qui maintiennent ces lieux-là propres. Alors, au CESAO, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tenu à impliquer le maximum de femmes parmi nos associations partenaires dans toutes les localités de notre zone d'intervention. Alors, toutes les femmes qui participent aux activités avec nous au CESAO savent que nous avons un devoir de sensibilisation même des citoyens à la base. Voilà. Donc, nous les impliquons au maximum, que ce soit les jeunes et les femmes. Voilà, elles sont au niveau de la chaîne, à tous les niveaux de la chaîne. D'accord. D'accord. Alors, pour voir de plus près ce que le CESAO fait sur le terrain, justement, dans le cadre de ce programme Face aux veilles, on va tout de suite regarder cet élément, puis on revient pour en débattre. Le CESAO, c'est le Centre d'études d'expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un réseau d'organisations. Il y a la coordination régionale basée à Ouaga, et il y a un bureau au Niger, au Sénégal et au Burkina. Et ça a été créé en 1960 pour apporter un appui, particulièrement au développement du monde rural. Le CESAO se positionne comme un acteur qui veut aider les plus démunis. Un peu notre motif de CESAO, c'est l'autopromotion communautaire. De façon globale, avec le projet Face aux veilles, notre perspective, c'est de pouvoir collecter les données, des évidences, pour aider les politiques à mieux formuler la politique dans le secteur de l'assainissement.
Dans le secteur de l'assainissement, on a ciblé 5 indicateurs qu'on a décidé de suivre. Donc, un indicateur porte sur le taux d'équipement des lieux publics en ouvrage d'assainissement. Un autre indicateur porte sur le taux de fonctionnement de ces ouvrages-là dans ces lieux-là. On a un indicateur qui porte également sur la prise en compte du genre dans ces lieux, dans ces ouvrages d'assainissement. Et deux autres indicateurs portent sur les budgets qui sont affectés au niveau des communes ou au niveau national. Alors, de façon globale, on travaille des OSC à la base. On a 7 communes d'observation où on collecte les données. On essaie maintenant de discuter avec les communes pour voir ce qui se fait. Et aussi, on a en collaboration avec d'autres ONG pour mettre un réseau au niveau national pour collecter les données, pour nous permettre de faire un plaidoyer auprès des acteurs qui décident sur la politique de l'assainissement au Burkina. Retour sur ce plateau et nous venons de le constater dans ce domaine, en tout cas en matière d'assainissement, il faut, en plus du concours de l'État, des actions menées par la société civile, les ONG. Pour vous, Dr Kombasséré, quel doit être le rôle justement des ONG et de ces autres acteurs sur le terrain aux côtés de l'État? Ok, merci. Je crois que les ONG et associations doivent accompagner l'État pour la mise en œuvre des politiques et programmes qui sont élaborés. Et je voudrais peut-être associer, peut-être proposer qu'il y ait cette prise en compte du secteur privé dans cette collaboration. Vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle le partenariat public-privé qui peut être une source de solution à ce niveau-là. Imaginez que vous m'octroyez, moi, privé, de construire des latrines dans tout Bobo et de l'exploiter. Et vous allez savoir que je vais l'exploiter très bien. Et ce n'est pas des exemples qui manquent à travers le monde et même en Afrique. Oui. Ça marche très bien. Et ça marche très bien. Ailleurs, vous allez voir que dans ce secteur de l'assainissement, par exemple, les toilettes publiques ou privées qui sont réparties dans la ville, vous donnez ça à un privé et qui vous fait ça bien. Sans problème. En ce moment, vous n'allez pas avoir des tâches parce que le privé a intérêt à ce que ça marche. Est-ce que vous voyez? Donc, les ONG, les associations accompagnent l'État, accompagnent les collectivités à mettre en œuvre les politiques, mais il y a ce volet communautaire qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que l'implication des leaders communautaires, l'implication des communautés à la base. Vous savez, dans le système sanitaire, on a ce qu'on appelle les comités de gestion, par exemple des centres de santé. Donc, c'est la communauté qui se met ensemble, qui désigne des responsables pour gérer un centre de santé. C'est la même chose, on peut faire la même chose. Et ça va marcher. Madame Sano, que pensez-vous de cette approche? Merci bien, Monsieur Traoré. Nous, on est déjà dans cette approche de synergie d'action avec les différents acteurs du secteur, que ce soit sur le plan national, où il y a des cas de concertation avec tous les partenaires qui interviennent, qui réalisent, ou bien qui font même des actions de sensibilisation et autres. Il y a des cas de concertation sur ça. Et pendant ces cas de concertation, on essaie de voir les programmations que les partenaires vont réaliser dans le pays et au niveau régional aussi. Et on se retrouve souvent pour faire le bilan, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire des recommandations. La région vient de tenir sa 14e rencontre de concertation avec les partenaires où on a fait le bilan semestriel. Et il y a eu des recommandations pour que d'ici décembre 2025, on puisse avoir un taux de réalisation de 100% de tout ce qu'on a programmé pour les ouvrages d'assainissement. Ce que vous dites est intéressant, mais ce que Dr Kombasséré dit, il nourrit par exemple le rêve de voir qu'au Burkina Faso, qu'on confie la réalisation et la gestion, par exemple, de ces infrastructures à des privés, en partenariat public-privé, autrement. Oui, c'est pris en compte au niveau de notre plan national assainissement des eaux usées et excréta,
qui se décline en 7 actions. C'est clairement dit là-bas, on fait la promotion, mais comme c'est une approche nouvelle, on est en train de prospecter. Donc, présentement, ce que M. Ouédraogo a essayé de décrire avec les latrines publiques, approche, comment on appelle, conteneur, je pense que ça va peut-être susciter les privés à s'intéresser à ce secteur-là, qui peut-être ils ne voient pas trop la nécessité ou bien l'avantage de se lancer dans cette activité. D'accord. Docteur Kambasséré, vous êtes spécialiste en santé publique et communautaire. Dites-nous, quel type d'éducation sanitaire est plus efficace? Merci beaucoup. L'éducation sanitaire qui est plus efficace, c'est l'éducation qui arrange les communautés. Ça veut dire que tant que je ne trouve pas mon bénéfice, je n'adhère pas. C'est ça. Et il faut prendre en compte les cultures des uns et des autres. Et je sais que par le passé, selon des études qui ont été menées au Burkina, dans certaines régions, certains refusaient, par exemple, d'utiliser les latrines. Est-ce que vous voyez? Parce que culturellement, c'est pas accepté. Donc, si vous ne discutez pas avec eux pour comprendre en fait ce qu'ils veulent, ils vont jamais utiliser. Et certains, une anecdote, je pense que c'est un Samo qui est rentré dans des toilettes qui étaient très propres. Il a préféré déféquer dehors que de déféquer dedans parce que c'est très propre. Voilà, bon, je pense que c'est un Samo. Voilà, donc l'approche d'éducation qui marche, c'est l'éducation qui arrange les communautés, qui prennent en compte les besoins. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et si vous avez une approche qui marche ailleurs, il ne faut pas imposer, il faut discuter avec eux. Je pense que sociologiquement, c'est comme ça. Et psychologiquement aussi, hein, madame. Alors, Marie-Josée Sano, comment les collectivités territoriales sont-elles impliquées dans le processus? Les collectivités territoriales, les communes, depuis le début, au niveau de la programmation, on les implique. C'est-à-dire qu'ils ont des fonds transférés. Depuis 2024, les communes, ce n'est pas toutes les communes, hein. Certaines communes de la région des Hauts-Bassins ont reçu des fonds transférés pour réaliser des ouvrages d'assainissement et aussi faire des activités de sensibilisation qu'on appelle intermédiation sociale pour le changement de comportement et surtout, comme l'a dit Dr Kambasséré, pour accepter l'utilisation de ces latrines parce que c'est très important. Effectivement, on s'est rendu compte il y a des moments, on a construit des latrines pour des ménages qui ne les ont jamais utilisées. Bon, je ne vais pas faire comme lui pour raconter des anecdotes, sinon il y en a plein. Souvent même, on va trouver qu'on préfère stocker, ça devient magasin. Magasin, on stocke les vivres et autres là-bas et on préfère aller dans la nature pour aller déféquer. Donc, pour revenir à notre question, les communes sont... Sans vous couper, on a la chance de vous avoir parce que vous êtes aussi sociologue. Est-ce qu'on a des explications sociologiques? Parce que ce que vous expliquez ou racontez, on l'entend très souvent. Est-ce que sociologiquement, la façon de réaliser nos latrines au Burkina Faso constitue un blocage pour certaines communautés ou ethnies du pays? Oui. Comme l'a dit Dr Kambasséré, ne prenons pas tout ce qui se passe ailleurs pour venir calquer. Restons nous-mêmes, consommons burkinabé. Parce que en fait, il y a des endroits ou bien des moments, on a des projets. Quand vous arrivez, la latrine est mieux construite que l'habitat. Parce qu'on construit ça en dur. Et tu vas voir, le ménage habite peut-être dans une maison en banco. Il y a un contraste. Il y a un contraste. Bon, ça fait que beaucoup rejettent, surtout quand il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, d'éducation
pour expliquer le bien fondé de ce changement dans leur vie, ils peuvent refuser. Et je pense que souvent, c'est ça qui nous manque. Ça peut prendre du temps. Et souvent, comme on est pris aussi par le temps, on va rapidement, on construit les latrines et on essaie maintenant de faire la sensibilisation. Donc souvent, ça pose des problèmes. Alors qu'il faut prendre le temps d'abord de leur expliquer. Et c'est ce qu'on fait à travers la TPC. Parce que la TPC se déroule en plusieurs étapes. C'est quand on a l'adhésion de la population, des bénéficiaires, qu'on passe maintenant à la phase de réalisation des latrines. C'est comme ça que ça devait se faire. Et non réaliser les latrines pour venir maintenant faire la sensibilisation pour qu'ils aillent maintenant vers les latrines. D'accord. L'assainissement, en tout cas, reste un défi de taille au Burkina Faso, une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé publique, l'environnement et la qualité de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Avant de donner la parole à notre public ce soir, nous allons à la rencontre de notre partenaire faso-tchèque qui nous donne beaucoup plus d'informations, chiffres à l'appui sur cette question majeure qui fait partie de notre quotidien. L'assainissement au Burkina Faso est un problème de santé publique avec des répercussions socio-économiques sur l'environnement et le développement humain. Malgré l'existence d'un code de l'hygiène publique, l'accès systématique à l'assainissement n'est pour l'instant pas total. Mais avant tout propos, c'est quoi exactement l'assainissement ? Eh bien, c'est un ensemble d'actions, d'infrastructures et de techniques visant à améliorer l'hygiène de la salubrité d'un environnement, entendant par là la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées et des excréta tels que les urines et les selles, ainsi que la gestion des déchets solides afin de protéger la santé publique et l'environnement. Lorsqu'on parle d'assainissement, donc, on ne parle pas uniquement que de latrines, mais aussi des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, des fosses septiques ou des systèmes d'assainissement autonomes et surtout de la gestion des eaux pluviales pour éviter les inondations et la stagnation des eaux. D'après l'annuaire statistique de 2022 de l'eau et de l'assainissement, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national est passé de 12 à 27,5% sur la période 2013 à 2022. En milieu urbain, sur la même période, le taux est passé de 29% à 40,8% et en milieu rural, il est passé de 6 à 21,9% sur la même période. Selon les données de l'INSD publiées en 2015, au Burkina Faso, la moitié des ménages, soit 50,5%, pratiquent encore la défécation à l'air libre, faute de latrine. Cette pratique est très courante en milieu rural où 2 ménages sur 3 y ont recours, contre seulement 7,8% des ménages en ville. Déféquer à l'air libre est aussi fréquent dans les zones non loties où la précarité des habitants n'encourage pas vraiment la construction de toilettes. Et dans 9 régions sur 13, avant le nouveau découpage administratif, plus de la moitié des habitants se soulagent ainsi dans la nature, à l'exception de la région du centre des Hauts-Bassins qui regroupe Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Concernant l'évacuation des excréta, l'INSD indique que 54,6% des ménages rejettent les eaux usées ou les excréments dans la rue, la cour ou les caniveaux, tandis que 31,2% utilisent une fosse simple. Encore une fois, cette pratique est surtout rurale, touchant 71,7% des ménages hors des villes. Les régions les plus concernées sont anciennement, toujours, la région du centre-sud, le Sahel et l'Est, où l'absence d'ouvrages d'assainissement adaptés reste un défi. L'accès aux latrines améliorées est lié à plusieurs facteurs. Il est près de 4 fois plus élevé dans les ménages dont le chef est alphabétisé, contre 4,2% pour les ménages où le chef n'est pas alphabétisé. Les ménages aussi dirigés par des femmes ont un meilleur taux d'accès que ceux dirigés par les hommes. Enfin, l'assainissement reste lié au lotissement. Et oui, parce que 18,9% des ménages en zone lotie disposent d'ouvrages adéquats contre seulement 3,8% en zone non lotie.
Retour et nous entamons la deuxième partie de notre émission. La parole est à vous, cher public. Si vous avez une réaction, vous pouvez prendre la parole, vous vous présentez, vous posez votre question ou bien vous nous apportez votre suggestion en ce qui concerne l'assainissement ici au Burkina. Je rappelle que notre public de ce soir est composé essentiellement des membres du CESAO. Merci. Donc la parole à qui veut la prendre? On commence par là en face de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole pour faire des observations, des commentaires, des questions? La parole est libre, hein? Allez-y, c'est pas payant. Allez-y, prenez le micro. Je vous remercie. Je suis Traoré Raoul, je suis de la PEJAT et nous intervenons à Kourion. Voilà, moi je parle juste d'un constat que je vais partager avec tout le monde. Et dans une certaine politique qui était menée ou qui continue d'être menée, il y a beaucoup de ménages qui ont bénéficié de latrines. Bien sûr, ils ont été aidés pour qu'ils aient ces latrines. Mais il n'y a pas eu de latrines institutionnelles construites ou publiques. Disons, pour ce qui concerne la commune de Kourion. Et la commune de Kourion compte 12 villages. Et selon nos enquêtes, il n'y a que 15 latrines institutionnelles pour 12 villages. Il n'y a pas de latrine publique. Aucune latrine n'a été construite par la mairie. Bon, je trouve que c'est déjà difficile. Et selon mes sources, des informations reçues, et l'État a supprimé ses subventions concernant la construction des latrines. Bon, moi, j'aimerais savoir pourquoi ces subventions ont été coupées. Est-ce parce que cette question de latrine n'est plus une priorité ou est-ce parce que la question de latrine est un problème d'hygiène publique? Parce que pour moi, c'est paradoxal quand on a une ambition grande d'ici un certain temps et qu'on coupe les subventions par rapport à ce qui doit être réalisé. Je pense que c'est juste une question. C'est votre question. Merci beaucoup, Monsieur Raoul Traoré. Merci pour votre question pertinente. On va peut-être donner la parole à Monsieur Ouedraogo et Madame Sano. Est-ce que vous avez une réaction? Pas de latrine publique à Kourion dans les communes, dans les villages des communes de Kourion. Réaction? Les subventions coupées? Subventions coupées. Ce que je connais, qu'on appelle souvent les fonds transférés aux communes, et je pense que j'avais abordé ça, ce n'est pas seulement au niveau de notre ministère que ces subventions, ces fonds transférés ont été coupés. Les fonds transférés ont été suspendus dans tous les secteurs d'intervention de l'État. Je pense qu'il y a une explication et peut-être que les années à venir, après des consultations et autres, ça va revenir. Mais pour ce qui concerne les lieux publics, en fait, le problème peut être partagé, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau de l'État. Parce que, comme je l'ai dit, les programmations aussi viennent de la commune. Et la commune peut faire ses programmations, chercher des partenaires, soumettre à l'État pour réaliser. Parce que l'État, souvent, on a des financements qui ne permettent pas d'aller à tous les niveaux. Et on fait avec ce qu'on a. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment à Monsieur Traoré. Voilà. Donc, déjà, il y a 15 institutionnelles sur 12 villages. Les institutionnels, c'est dans les écoles et les centres de santé. Voilà. Donc, maintenant, le public, il a raison. C'est les gares, les marchés, qu'il n'y a pas de latrine. C'est donc loin d'être un manque d'intérêt. Ce n'est pas un manque d'intérêt.
C'est pas un manque d'intérêt, c'est pas une fuite de responsabilité, mais peut-être c'est une question de programmation qui n'a pas pu marcher quelque part. Merci beaucoup. D'autres questions, toujours par là? Ou bien M. Ouedraogo, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Il a déjà un micro. Il a déjà un micro. Allez-y. Ici, bon, il faut dire que c'est, par exemple, ça concerne peut-être cette année qu'il n'y a pas eu de subvention de la part de l'État pour la réalisation des ouvrages dans les communes. Et même l'année passée, non, je pense. L'année passée, non. 2024, oui, 2024, il y en a eu. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera une suspension continue, je ne pense pas, mais c'est reste que peut-être une priorisation ou bien des difficultés financières. Au niveau central, je pense que le gouvernement s'était expliqué, c'était pour des nécessités. Des nécessités, voilà. La situation ainsi de suite. où on a redirigé les fonds sur d'autres secteurs. Sur d'autres secteurs. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on va couper le secteur de l'assainissement parce que ce n'est pas, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Je pense Maintenant, que vous avez été bien compris. Je pense qu'à Kourion, je ne sais pas. Je ne sais pas que si mon collègue va donner une précision là-dessus. Je pense qu'à Kourion, puisque dans le cadre toujours de l'État, je pense qu'on est en train de réaliser des ouvrages à Kourion. Au Mars, ou bien c'est pas à Kourion, au marché de Guéna et puis à Fond, et au marché de Fond. Cette année même, les réalisations sont toujours en cours. Si vous avez des précisions. Des précisions, des infrastructures en vue dans la commune de Kourion, plus de détails? Merci bien. Moi, c'est qui consent. Je suis à la direction régionale de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement et de l'environnement. Il faut dire que pour la commune de Kourion, il y avait un projet qui est en cours là-bas, dont ils ont bénéficié des latrines familiales. Mais pendant cette période, pour les latrines institutionnelles et publiques n'avaient pas débuté. Lorsque nous prenons fonds, je pense que le chantier est en cours. Quand nous prenons le CSP de Kourion, les latrines sont finies. Donc, comme on le dit, au niveau de l'administration, c'est des programmations et des recherches de fonds. Donc, après, les entreprises pour les familiales sont venues depuis 2021, alors que les entreprises pour réaliser les latrines communautaires publiques sont venues en 2024. Donc, s'il repasse là-bas, que ce soit au niveau du CSPS, il verra des latrines flambant neufs, avec, comme on l'a dit, des cabines pour personnes en mobilité réduite, des douches également au niveau de la maternité. Et bon, le genre est pris en compte, tout est pris en compte à ce niveau. Et même des aires de lavage en ce qui concerne les centres de santé. Il y a des écoles également de Kourion qui vont bénéficier de ces latrines-là, de ces kits, par un certain nombre. Et sur la voie de fond, il y a également 2 marchés là-bas qui ont été identifiés, dont les travaux ont débuté. Voilà. Avec la saison publique, actuellement, il y a une suspension, mais les fonds sont stabilisés, ils restent achevés et... C'est intéressant cette belle dynamique. Bravo aux acteurs. On va se diriger vers là. Des questions par là. Merci, vous vous présentez avant votre intervention. Je suis de l'association Jeunesse et Entrepreneuriat. Ma première question va s'adresser au docteur. Est-ce que se libérer de l'urine à l'air libre a des effets néfastes sur l'environnement et l'être humain? Et là, c'est un apport. Nous voyons un peu comment le comité de gestion fonctionne. Je prends un exemple dans la commune de Bobo. Le COGES, j'ai fait un mandat pour le COGES. On n'a jamais fait cas de la gestion des latrines. Et c'est pour dire que, en tout cas, comme la direction régionale de l'eau l'a dit, si en tout cas un cahier de charges qui instruit les COGES à pouvoir vraiment avoir un regard particulier sur la gestion de l'eau et l'assainissement dans les milieux. Et si ajouter que dans les lieux publics comme les écoles, les établissements, il faut forcément l'adhésion des bénéficiaires directs, qui sont les élèves. Il faut les impliquer dans la gestion. S'ils sont organisés à laver les latrines eux-mêmes, ils ne vont pas travailler à les saluer. Ils vont toujours travailler à les protéger. Et c'est un apport que je voulais apporter. Merci.
Docteur Kombassere, est-ce que uriner ou déféquer à l'air libre a-t-il des impacts sur notre environnement? Sur l'environnement, peut-être que les environnementalistes vont revenir là-dessus, mais sur la santé, uriner à l'air libre, une fois en passant, ça peut passer comme on le dit. Mais quand c'est plusieurs fois, quand vous remarquez des endroits où les gens urinent à l'air libre, dans un endroit précis, vous voyez que c'est un endroit non vivable, non fréquentable, parce qu'il y a des odeurs et ainsi de suite. Mais pour une fois en passant, pour l'individu, je pense que sur le plan sanitaire, ça peut passer. Mais il faut vraiment choisir l'endroit pour uriner. Mais déféquer à l'air libre n'est pas très, très intéressant. Parce que les déchets que vous rejetez dans l'environnement, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur l'environnement. Ça dépend de ce que vous laissez là-bas. Mais sur le plan sanitaire, je dirais que, comme je l'ai dit, ça peut être ramené à notre alimentation de consommation. Ce qu'on appelle les maladies oro-fécales. Oui, c'est-à-dire qu'on prend les déchets que nous laissons peuvent revenir dans la bouche à travers la main ou je sais pas. Parce que ça peut infecter l'environnement, les plantes, les cultures. Et ainsi de suite. Maintenant, quand vous regardez, par exemple, les gens, quand ils ont une certaine pathologie qui contient, par exemple, du sucre ou un certain nombre de choses, quand ils urinent, ça laisse des traces et vous allez voir qu'il y a des insectes et autres qui peuvent venir rôder autour de ça. Qui peuvent être aussi des vecteurs de transmission pour d'autres pathologies. Ce n'est pas très conseillé. Et avant l'avènement des toilettes, les gens, quand ils déféquaient à l'air libre, ils prenaient le soin de couvrir. De couvrir, pour éviter que ça se retrouve quelque part. Mais on a dépassé ce stade-là. Merci beaucoup pour vos réponses. D'autres questions par là? Kambire Memeni Chantal. Je suis la présidente de l'Organisation de la jeunesse féminine. Et mon inquiétude s'adresse à Madame Sanou. Elle a tantôt parlé dans la construction des toilettes qui tiennent compte de des spécificités des femmes et des jeunes filles. Je voudrais savoir, pour les écoles, par exemple, ou les dispensaires qui ont déjà des toilettes, est-ce que ces écoles bénéficieront de toilettes qui prendront en compte la gestion hygiénique des menstrues? Est-ce qu'elles auront des toilettes spécifiques qui seront construites pour prendre en compte la gestion hygiénique des menstrues? Parce qu'on constate que c'est un vrai problème vraiment très crucial que les filles et les femmes sont confrontées dans nos écoles, nos CSPS. Comment cela se passera? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Madame Sanon, vous êtes directement interpellée. Ok, merci beaucoup pour la question. Je dirais que ce qui existe déjà, il faut attendre peut-être une réhabilitation pour qu'on puisse prendre ça en charge. Mais n'empêche qu'on peut toujours, s'il y a des cas flagrants, on peut toujours chercher le financement, comme CESAO est là, et qu'ils ont un volet genre, ils peuvent peut-être prendre ça en charge pour essayer de voir dans les écoles qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de ces jeunes filles-là qui sont en situation pareille. Maintenant, pour les hôpitaux et les centres de santé, je pense qu'on peut faire la même démarche. Ce qui est sûr au niveau de notre ministère, quand c'est des réhabilitations, on prend ça en compte. Nos nouvelles réalisations, c'est le paquet. Ça fait partie. Mais les réhabilitations, on intègre ça. Mais les anciens, comme il n'y a pas de programmation sur ça, bon, c'est un peu difficile. Merci beaucoup, Madame Sanon, pour votre réponse. Docteur Kombassere, vous avez demandé la parole. Allez-y. Oui, je voudrais peut-être faire la proposition. Est-ce qu'au niveau des écoles, les associations des parents d'élèves ne peuvent pas contribuer à ajouter ce volet-là? Parce que au niveau de la santé, la gestion des menstrues, c'était vraiment un problème, surtout dans les écoles. Donc, si au niveau des APE et autres, ils peuvent prendre ça en compte, ça va être bien d'annexer
ce volet-là. Proposition pertinente. Madame Milogo. Oui, moi je comprends très bien Madame Kambiré quand elle pose cette question, parce que dans le cadre de notre projet VEA, nous avons eu à mener une étude très récente d'ailleurs sur le terrain concernant la construction même de ces latrines GHM-là au niveau institutionnel et même public. Et nous sommes en train d'étudier encore les données. Tout ne se dessine pas pour le moment, mais le constat est que ces latrines-là n'existent pas. À Bobo-Dioulasso, par exemple, dans toutes les écoles où nous sommes passés, on n'a pas constaté de présence de latrines GHM. C'est seulement dans la commune de Karangasso que nous avons eu à faire le constat. Et ça même, ça n'a pas été construit par la collectivité. C'est un projet, je pense que c'est Sania ou c'est quelque chose comme ça, voilà, qui l'a construit. Et c'est très récent d'ailleurs. Voilà, à Banfora aussi, je pense qu'il y en a dans quelques écoles, mais bon, beaucoup d'écoles n'en possèdent pas. Alors que la problématique est tout de même cruciale, parce qu'il y a des études qui estiment que des filles ont abandonné les bancs parce que tout simplement, elles n'ont pas été dans les bonnes conditions pour gérer ces questions. Et c'est très fréquent d'ailleurs. Voilà. La petite fille, vous savez aujourd'hui que les petites filles à partir de 10-11 ans déjà, certaines commencent déjà à avoir leur menstru. Et c'est difficile pour elles du fait de son âge déjà. Voilà. Nous autres, à notre âge, quand on était petits, c'était autour de 15-16 ans. Maintenant, c'est très précoce au niveau des petites filles. Et il faut en tenir compte dans les politiques publiques. Merci beaucoup, Madame Milogo. On vient par là maintenant. Allez-y. Merci. Moi, c'est Sommet Winsofa Mathurin Augustin. En fait, je voudrais insister sur une chose. C'est par rapport à la sensibilisation et également les questions même d'engagement ou encore de changement de comportement. On verra que déjà dans nos écoles, on peut avoir 1000 élèves. Alors que ce que nos gouvernants vont construire là, c'est peut-être 2 blocs de 3 à 4 latrines. C'est déjà peu même par rapport au nombre des élèves. Et au-delà, il se trouve qu'en tant qu'éducateur dans les établissements, ils préfèrent cadenasser certaines latrines pour eux en oubliant les enfants. Déjà, à ce niveau, quelle est l'éducation pour un changement de mentalité par rapport à ça? Pour qu'on puisse changer, il faut avoir un exemple, il faut donner l'exemple. Mais si on ne donne même pas l'exemple, c'est déjà difficile. Tantôt, le docteur parlait des COGES et des APE. C'est la réalité. Comment des parents peuvent effectivement ne pas être souciés de la santé, du cas de vie ou du cas d'études de leurs enfants? Les COGES, les APE qui récoltent l'argent devraient quand même s'impliquer. Et ici, je pense que les communes doivent travailler à engager ces structures-là. Il ne faut pas les laisser pour dire que l'argent de COGES ou APE est utilisé pour autre chose. Il faut les engager. Donc déjà, ça commence à la base. Si à la maison, les parents ne s'impliquent pas, à l'école ne s'implique pas, et l'éducateur qui est chargé d'encadrer ne s'implique pas, j'avoue que tout ce qu'on est en train de dire, on n'aura pas d'évolution. Merci. Merci beaucoup, M. Sommet, pour votre intervention. Allez-y. Moi, c'est M. Diara Oumar de la commune de Bérégadougou, la région de Féminin. Alors, je voudrais peut-être compléter M. Sommet avec les COGES, les APE et aussi les clubs de santé qu'au niveau de CSPS et les SEMA, ils ont mis en place dans les villages pour intervenir dans la question de l'assainissement. Il faut peut-être amener ces associations à mettre des activités ou des lignes budgétaires pour pouvoir entretenir et gérer ces infrastructures d'assainissement. Parce que quand vous prenez, par exemple, dans notre région, vous allez trouver ces infrastructures qui sont là, mais qui sont mal gérées. Il n'y a pas de ligne budgétaire. Même si vous posez la question aux premiers responsables, ils vont vous dire ils ne mènent pas d'activité pour assainir et pour gérer même ces infrastructures. Maintenant, ma deuxième intervention, ça sera une question pour M. Ouedraogo. Voilà. Pour ce qui concerne l'assainissement, vous allez parler des déchets et de la gestion des déchets. Mais on se rend compte qu'au niveau de la gestion des déchets, où on se
focalise tout simplement à enlever les déchets et à les déplacer un peu loin de la population, mais le processus n'est pas terminé pour gérer ces déchets. Et pour la question, sincèrement, c'est qu'en est-il des industries et des unités de transformation qui déposent souvent les déchets? Ils n'ont pas de politique ou ils n'ont pas de procédure pour gérer les déchets. La gestion des déchets. Voilà. Merci beaucoup, M. Sommet, pour votre intervention. Monsieur Diarra. Merci beaucoup. M. Ouedraogo, vous avez été interpellé. Okay. Merci beaucoup à M. Diarra. Je pense que la gestion des déchets des industries dont vous faites cas relève purement du secteur de l'ONEA, puisqu'il s'agit des industries souvent qui rejettent leurs eaux usées, peut-être dans des sites qui ne sont pas appropriés ou bien dédiés pour cela. Et en même temps, ça provoque en tout cas les conséquences en ligne sur cela. Maintenant, sur cette question, je pense que c'est l'ONEA qui gère les bouts de vidange à ce niveau. Maintenant, le problème est que, par exemple, si je prends la ville de Bobo-Dioulasso, la station de traitement des eaux usées et des bouts de vidange qui est à Dogona, la station ne peut pas regorger toutes les eaux usées qui proviennent de ces industries-là. La station, en tout cas, présentement, ne peut plus contenir tous les déchets qui proviennent de ces eaux usées-là. Maintenant, ce que le gouvernement est en train de mettre en place un dispositif pour gérer cette question, c'est en amont identifier des sites appropriés pour essayer de dépoter ces eaux usées-là en attendant de construire les stations de bout de vidange, vu que leur réalisation est très coûteuse. C'est ce qu'on a mis en place. Monsieur Drogo, le problème est que ce phénomène perdure depuis des années. Il y a très longtemps, que ce soit ici ou à Ouagadougou, que la problématique est connue. Le phénomène est là depuis des années. À un moment donné, il faut que l'État puisse assumer jusqu'au bout, peut-être. C'est ça. Merci. Je pense qu'à ce niveau, peut-être que l'État aussi, en tout cas, a pris des mesures. Disons, présentement, a pris des mesures pour aller dans ce sens-là. Notamment, nous avons le décret 1248 qui a été pris en octobre 2024, qui encadre donc la réglementation de ces eaux usées-là. Et dans ce décret, il a été en tout cas demandé aux communes d'identifier des sites de dépotage de ces bouts de vidange ou bien de ces eaux usées-là, même si ces bouts ne partiront pas directement dans les stations de traitement, en attendant que les études soient menées pour réaliser ces stations de bout de vidange-là, puisque c'est toute une chaîne qui est en là. On ne peut pas se lever pour réaliser les stations de bout de vidange uniquement. Il va falloir suivre les procédures. Et je pense que présentement, même le 25 juin, il y a eu un atelier qu'on a fait à Bobo, ici, à l'ENEP, dans ce cadre-là, pour informer les différentes communes de la région, à sa commune, d'identifier un site approprié pour ces bouts de vidange-là. Et présentement, sur la question, ce que l'État est en train de mettre en place, ce sont des sensibilisations pour que les gens là puissent aller dans ce sens-là, aller avec leurs bouts dans ces sites qui seront identifiés là. Il se dira que ça va s'en suivre désormais, puisque dans la même réglementation, dans la même loi, il est prévu des sanctions. Mais à l'étape actuelle, on est à l'identification des sites et à la sensibilisation des bénéficiaires pour amener ces bouts ou bien ces eaux usées dans ces sites-là. D'accord. On dirait que Mme Sanogo voudrait ajouter quelque chose. Et en même temps aussi, ça va rendre le métier de vidangeur, là, que ce soit mécanique ou bien mécanisé, on va rendre ça professionnel. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce métier aussi n'est pas professionnel en la matière. Donc, ils déposent les bouts de vidange n'importe comment. Donc, les communes, selon le décret, ont jusqu'en décembre 2025 pour identifier les sites de déposage de ces bouts de vidange. Merci beaucoup, Madame Sanon. Je pense que c'est presque la fin de cette émission. On va rapidement faire un tour de table
10 secondes chacun et puis on met fin. Parce que la réalisation me talonne. Il semble qu'on a largement débordé. Rapidement, on commence par vous, Madame Midogo. 10 secondes, mot de fin. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci aux journalistes d'avoir accepté de venir à Bobo pour tenir cette émission. Merci beaucoup, Madame Midogo. Docteur Kombasseri. Oui, je dirais que la santé et l'assainissement sont intrinsèquement liés. Et si on y prend garde, on va tous tomber malades. Merci beaucoup, docteur. Madame Sanon. Je dirais un environnement sain. C'est un corps sain. Donc, travaillons à avoir un environnement sain pour être en bonne santé. Merci. Merci à vous. Donc, je dirais que l'assainissement, en tout cas, est le terme que tout le monde doit se réunir, se centraliser pour essayer de résoudre ce problème et que c'est une question qui doit être résolue avec la prise en compte de toutes les couches de la société, notamment les populations les plus démunies. Merci. Merci beaucoup à Dieudonné. Donc, Ouedraogo, je rappelle rapidement que vous êtes ingénieur en génie rural, chef du service régional de l'assainissement des eaux, usées Escrita. Merci également à Marie-Josée Sanon. Je rappelle que vous êtes sociologue et chef du service régional études et planification. Vous tous les deux, vous relevez donc le ministère en charge de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Dr Karim Kombasseri, médecin spécialiste en santé publique internationale. Merci pour votre éclairage. Merci à Nathalie Milogo, coordinatrice du projet Veille citoyenne dans le secteur de l'eau et de l'assainissement VA au CZAO PRB, Centre d'études et expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest, pôle régional Burkina. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est coproduite par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle dans le cadre donc du programme Face aux Veilles. À très bientôt pour d'autres numéros. Bonsoir. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rédevabilité.